Récemment, nous avons souvent parlé de la transformation alchimique. Nous avions fait mention de l'école de pensée satanique. Ils ont leur propre version du processus de transformation alchimique, et cela prend en compte fondamentalement et prioritairement le cannibalisme et la consommation de sang. Alors nous vous avons toujours dit qu'ici, nous révélons tout ce que nous savons, ou presque tout. Eh bien, ce topic fait partie des rares informations que nous n'avons jamais partagées et divulguées, même si certaines fois le sujet a été effleuré. Et vous verrez pourquoi. Alors pourquoi le dire maintenant? Car il vous faut connaître ces infos pour votre sécurité, mais aussi par rapport au temps dans lequel on vit. Ceci dit, je n'incite personne à pratiquer ces trucs, mais vous devez les connaître pour votre sécurité. Et non, je n'ai pas expérimenté via cette modalité, en cas de curiosité. Comme dit, il existe deux types de processus alchimiques, celui par voie naturelle et l'autre par voie non naturelle. Celui par voie naturelle prend en compte les méthodes de jeûne, méditation, abstinence, afin de se débarrasser des parasites. Celui par voie non naturelle prend en compte la consommation de sang et de chair des gens de la même espèce, ou disons plutôt d'une personne qui au préalable était un homme devenant un hybride et qui continue de se nourrir de la chair humaine afin de continuer sa vie sous cette nouvelle forme d'existence. La différence principale entre la voie naturelle et la voie non naturelle est que la voie non naturelle ne prend pas en compte l'élimination des parasites. Et ce point est très important afin que vous puissiez comprendre pour la suite. Car la consommation de sang, si vous l'ignorez, réécrit entièrement le code original au niveau de la molécule d'ADN. Donc vous avez des gens ressemblant en tout point à des hommes, mais ayant perdu pour ainsi dire leur humanité. La première chose qu'il faut savoir est que, heureusement, il y a déjà un risque à manger de la chair humaine crue et boire du sang chaud, c'est-à-dire d'un homme récemment tué ainsi. La plupart des personnes mourront à cause des traumatismes de changement et de transformation qu'ils vont subir. Extrait. Le kourou est une maladie à prions, comme la maladie de la vache folle, découverte en Nouvelle-Guinée au début du XXe siècle. Ce rituel consistait pour le clan à consommer des parents décédés afin de s'imprégner de leurs forces physiques et spirituelles. Cette pratique semble s'être arrêtée au milieu des années 1950 sous la pression de l'administration australienne. Elle touchait surtout les femmes et les enfants qui mangeaient le système nerveux central. Les hommes, consommant les muscles, étaient épargnés. Il semble exister une susceptibilité génétique expliquant également l'atteinte spécifique de cette population. Cette maladie était responsable de plus de la moitié des décès enregistrés dans les villages les plus atteints. Le courroux a culminé dans les années 1950, le dernier cas datant de 2003, plus de 45 ans après la contamination. Le nombre total de cas avoisine les 2700. La maladie a disparu du fait de l'arrêt des pratiques d'anthropophagie. À la suite de nombreuses années de consommation de cervelle, certains forêts ont développé une résistance génétique face à la molécule qui provoque les maladies mentales fatales telles que le kourou, la maladie de la vache folle et certaines formes de démence. Fin de l'extrait. Voici donc pourquoi on a dit ceci. La première chose qu'il faut savoir est que, heureusement, il y a déjà un risque à manger de la chair humaine et boire du sang chaud, c'est-à-dire d'un homme récemment tué ainsi, ou qui est mort. La plupart des personnes mourront à cause des traumatismes de changement et de transformation qu'ils vont subir, car il existe une manière stricte de faire cela afin de bénéficier des effets que ce type d'entité recherche. Donc, afin de répondre à la question, ce que vous appelez les vrais hybrides, des humains qui sont devenus cannibales ne consomment pas ainsi à toute vitesse le truc. Ils obéissent à un certain processus. Dans les films, lorsque vous voyez des monstres manger à toute vitesse la victime, cela concerne des êtres ayant perdu le contact avec leur tribu originale et qui sont livrés à eux-mêmes. Cependant, il n'est vraiment possible pour quelque chose de consommer ainsi la chair à toute vitesse et vivre que si au préalable il a été transformé via la réécriture moléculaire de son ADN ou s'il est un monstre, c'est-à-dire une expérimentation. Cependant, il n'est vraiment possible pour quelque chose de consommer ainsi la chair à toute vitesse et vivre que si au préalable il a été transformé via la réécriture moléculaire de son ADN ou s'il est un monstre, c'est-à-dire une expérimentation. Qu'est-ce que cela signifie?
Si vous avez un homme qui fait cela pour la première fois, celui-ci va mourir dans 80 à 90% des cas, ce qui est une bénédiction, car si ce n'était pas le cas, on aurait trop d'anomalies au sein de la société, sans compter le fait que le phénomène de consommation de sang est beaucoup plus répandu que vous ne le pensez. Les forêts, les membres de la tribu qui possèdent la résistance génétique face à la consommation du cerveau ont donc leurs molécules d'ADN totalement réécrites, raison pour laquelle ils sont encore en vie. Ils ne sont donc plus à 100% des forêts, si vous comprenez, car les forêts normales, homogènes meurent lorsqu'ils font cela. Ces informations précisées, cela ne s'arrête pas là. Lors de la transformation alchimique par voie naturelle, nous disions que la transformation biologique est précédée d'un changement en perception. Avant de changer biologiquement, les personnes auront un changement de perception. Pourquoi donc? Une fois de plus, c'est votre perception qui détermine votre condition et apparence biologique, et c'est là un secret très peu connu des différentes personnes parlant du truc. Une fois de plus, c'est votre perception qui détermine votre condition et apparence biologique, et c'est là un secret très peu connu des différentes personnes parlant du truc. Eh bien, devinez quoi, les amis? Il existe aussi un changement de perception pour les cannibales. Pour ceux qui survivent, leur troisième œil s'active naturellement. Alors voyez le parallèle entre voie naturelle et voie non naturelle, mais de similarité ou presque en termes de résultats et de perception. La différence est que la voie naturelle peut prendre des années, tandis que la voie non naturelle s'agit d'une question de jours, voire de semaines. Le fait que la consommation réécrit entièrement leur code structurel leur fait changer de perception. La question est bien évidemment de savoir pourquoi la consommation de sang est en mesure de faire cela. Extrait. La donation de plasma régulièrement affecte-t-elle le corps négativement? Correct. À moins d'une vraie raison médicale, ce n'est pas recommandable. Les fluides corporels sont détenteurs et conteneurs de force de vie, donc de conscience. Les fluides corporels sont détenteurs et conteneurs de force de vie, donc de conscience. C'est pourquoi ils ont un sens du flair hors norme, des capacités télépathiques de malade, une vision surréelle. Si la consommation de sang prend bien au niveau de leur biologie, ils ont tous ces super pouvoirs. Les fluides corporels sont donc détenteurs de force. On parle là du sang ainsi que des sécrétions sexuelles principalement. De ce fait, le cannibale a un instinct beaucoup plus poussé. Il reconnaît à vue d'œil, d'odeur, qui est un cannibale et qui ne l'est pas. À la question de savoir pourquoi les cannibales ne se consomment pas entre eux, voici la réponse, extrait de FVZA, acronyme FVZA pour l'Agence fédérale de vampires et zombies. Les vampires sont-ils en mesure de survivre via la consommation de sang d'autres vampires en tout point, leurs étant semblables? Afin de faire simple, non. Bien qu'il existe des évidences anecdotiques que la consommation de sang d'un autre vampire satisfait temporairement la soif insatiable de sang de celui-ci, le sang vampirique ne fournit en aucun cas toutes les protéines nécessaires afin d'assurer leur survie. Ils doivent pour ainsi dire boire le sang humain ou mourir. En 1928, l'Institut de Westman en Suisse a conduit une expérimentation comportant 20 vampires auxquels leur régime alimentaire a été réduit à la consommation de sang provenant d'autres vampires semblables à eux-mêmes. Au bout de 3 jours, ils sont devenus léthargiques et désorientés. Au bout de 10 journées, ils ont tous décédé. Fin de l'extrait en question. Voilà l'explication du site FVZA qui est correcte. Voilà une autre explication alternative et conclusion. Remarquez qu'il existe un certain schéma patron. Des espèces en tout point semblables ne peuvent se manger entre elles pour une question de taux d'alcalinité. Si des espèces prédateurs venaient à se consommer entre eux, celles-ci mourraient. Il existe une raison pour laquelle les espèces carnivores de la faune consomment des omnivores et des herbivores. À titre d'exemple, si vous, en tant qu'homme, veniez à manger un cannibale, c'est la mort directe pour vous. Le niveau de toxicité contenu au sein du cannibale est beaucoup trop élevé par rapport à votre taux d'alcalinité. Même les carnivores, si vous remarquez, doivent absorber de la chair de taux de toxicité moins grande par rapport à la leur afin de survivre, ou encore plus alcalin si vous préférez. Même les carnivores, si vous remarquez, doivent absorber de la chair de taux
de toxicité moins grande par rapport à la leur afin de survivre, ou encore plus alcalin si vous préférez. La plupart des gens ne vont pas comprendre, mais cela ressemble à une contrainte. Ces évidences suggèrent au niveau métaphysique que les trucs que nous consommons ne correspondent pas vraiment aux aliments que nous étions censés consommer. Car si vous comprenez bel et bien, au fin fond du sujet, la longévité humaine est vraiment due à la consommation de ressources étant de nature plus alcaline par rapport au taux moyen de toxicité de l'individu. Car si vous comprenez bel et bien, au fin fond du sujet, la longévité humaine est vraiment due à la consommation de ressources étant de nature plus alcaline par rapport au taux moyen de toxicité de l'individu. Si ces mêmes êtres venaient à consommer une ressource en taux de toxicité plus grande que la leur, ils mourraient. Ce concept donc d'immortalité ou de longévité, si vous préférez, consiste à consommer des trucs plus alcalins que le niveau de toxicité générale de la biologie. À un certain point, c'est l'être même qui doit devenir pur. Et ici, on en vient donc au terme de pureté. Remarquez que alcalin est pratiquement synonyme de pure, purification, pureté. Ces détails si infimes que nous venons de vous présenter démontrent bel et bien que la consommation actuelle est une étant temporaire, étant due à notre condition biologique et que la consommation de chair est vraiment une contrainte. Ces détails si infimes que nous venons de vous présenter démontrent bel et bien que la consommation actuelle est une étant temporaire, étant due à notre condition biologique et que la consommation de chair est vraiment une contrainte. Ici, en parlant de cannibalisme, il nous faut donc parler de l'expérimentation humaine d'une part et d'autre part, l'expérimentation humaine extraterrestre. Alors, ce qu'il faut savoir est que l'expérimentation humaine est déjà en soi une expérimentation extraterrestre, car nous venons tous du cosmos, bien que sur Terre. L'expérimentation humaine fait référence à l'expérimentation originale, lorsque l'humanité se trouvait dans son apogée. C'est à quoi fait référence l'âge d'or. L'expérimentation humaine précède notre chute au sein du Jardin d'Éden. Pour sa part, l'expérimentation humaine extraterrestre succède à la chute d'Éden. L'expérimentation humaine extraterrestre correspond à l'époque de l'invasion terrestre de la Terre de forces envahissantes patriarcales. C'est exact. Les termes planète-mère, Gaïa, mère nature sont des termes, des concepts, des idéations qui ont précédé la chute. Car l'expérimentation originale dans notre état de grâce est féminine, la matrice. Donc lorsque vous parlez des attributs de Allah et ses vertus par exemple, vous faites vraiment référence à des attributs dont nous avons hérité via des forces et natures cosmiques féminines, n'en déplaise à certains. Ensuite, il y a eu des Bouddhas, des Christ Allah. Les premières étaient des femmes et par la suite, succédant la chute, c'est là que les hommes ont pris la relève. Ceci dit, vous vous doutez bien que le cannibalisme ne date pas de l'expérimentation humaine, mais de celle humaine extraterrestre. Le concept du cannibalisme, sa démonstration dans notre plan d'existence, succède à l'expérimentation humaine extraterrestre. Lors de l'expérimentation humaine, nous étions beaucoup plus homogènes. Suite à ce truc, nous sommes devenus hétérogènes. L'âge d'or est décrit comme une période marquée par la paix primordiale, l'harmonie, la pureté, la stabilité, la prospérité. Lors de cette ère, paix et harmonie ont dominé de telle sorte que l'homme n'avait en aucun cas besoin de labourer afin de se nourrir car la terre fournissait d'elle-même de la nourriture en abondance. Ils étaient dotés d'une longévité impressionnante, avec une apparence juvénile et mouraient éventuellement en paix avec les esprits, continuant à vivre tels des gardiens. Platon et Cratylus racontent que la race d'or des hommes est venue en premier. Il clarifie que cela ne signifie pas que ils sont faits littéralement en ordre, mais bons et nobles, qu'ils sont bons et nobles. Fin de l'extrait en question. Dans le Coran, dans la Bible, remarquez que les premiers ordres, les premiers commandements sont d'ordre alimentaire. On ne parle pas d'infidélité, de fornication, mais il est dit que l'alimentation doit être constituée d'herbes et de fruits. Remarquez que les premiers ordres, les premiers commandements sont d'ordre alimentaire. Si le premier commandement est d'ordre alimentaire, celui-ci est assez important. Du moins, l'aspect alimentaire est important, plus que vous ne pouvez le penser. En suivant la logique, le plus grand péché peut concerner une transgression, si vous voulez, de type alimentaire. Et quel est donc le plus grand péché que l'homme peut provoquer? En soi, le cannibalisme, n'est-ce pas?
Surprise, surprise. Tuer un homme afin de le manger cru, boire son sang est le plus grand péché qu'une personne peut commettre. Il est interdit de boire le sang d'autrui. Et quitte de la rédemption des vampires. Les vampires peuvent faire rédemption, croyez-le ou pas. Dans la littérature, il est dit qu'un vampire, voulant faire rédemption, doit cesser la consommation de sang, même si cela précipite sa mort. Extrait. Suivant cela, le vampire doit retrouver son humanité et faire preuve de remords. Mécaniquement, cela est représenté par un niveau de haute protection envers l'humanité et en exprimant sa volonté de libre arbitre afin d'éviter la folie, la frénésie, l'hystérie en toutes circonstances. Entre-temps, le vampire fait amende en réparant ses crimes du mieux qu'il le peut. La folie, la frénésie et l'hystérie surviennent lorsque la bête prend le contrôle de la personnalité du vampire, suite à une série de tensions et stress énormes tels que la famine. Le but principal de l'hystérie est de tuer ou de neutraliser le stimulus en étant responsable. De ce fait, un vampire se trouvant en cet état fera tout en son pouvoir dans une tentative de se nourrir par rapport à tout se trouvant en son chemin. La bête fait généralement référence à la présence d'un prédateur interne qui lutte afin de contrôler la conscience du vampire. Pose. Qui ou quel est donc ce prédateur interne? Ne serait-ce donc pas un parasite? Poursuivant. La bête est un prédateur démoniaque inné qui se réveille en chaque vampire lors de l'étreinte. Il se met en opposition directe avec l'humanité et dans certains cas, la voie, le chemin de la lumière, étant responsable des désirs d'évaluer ressentis par les vampires chaque nuit. En temps de détresse intense, la bête peut soumettre le vampire, le forçant à adopter une attitude d'un état d'esprit purement animalistique, étant la fuite et la lutte. Si le vampire en vient à oublier leur humanité, ils seront pris en contrôle entièrement par la bête. Pause. Regardez la beauté des métaphores. Le vampire, afin de redevenir humain, ou s'il veut un jour écrire son code au niveau de la molécule d'ADN, la réécrire, celui-ci doit jeûner. Il est sûr que les cannibales ne sont pas satisfaits par les végétaux, les fruits, mais par la consommation de chair et de sang. Et s'ils sont en mission de rédemption et qu'ils ne peuvent en consommer, qu'est-ce qu'il les reste donc si ce n'est que le jeûne? De même que les immortels passent aussi par une procédure de jeûne ou de transformation alchimique afin de se transformer. La bête, une fois de plus, elle est parasite. On sait d'ores et déjà que les parasites ne s'en vont que par un jeûne intense. Le danger pour le vampire est que, lors de son addiction, il peut mourir s'il ne consomme pas de sang. Cela ne peut être un hasard. Lisons ce passage de rappel. Êtes-vous en train de suggérer que, par exemple, les gens infectés de athérosclérose, maladie pulmonaire, cancer, arthritis rhumatoïde, sclérose, lupus et toute forme de maladie auto-immune, que celles-ci ne sont pas causées génétiquement comme dit depuis les 50-60 dernières années, mais qu'elles sont programmées et conçues pour des gens ayant certains marqueurs d'ADN qui sont étiquetés comme étant de gènes causatifs. C'est là où nous en sommes, pratiquement. Des modifications et manipulations ont également lieu. Alors, au sein de notre réalité particulière, la grande œuvre, la transformation alchimique doit nécessairement inclure le travail, le régime alimentaire et la santé ainsi qu'une poussée accrue de connaissances afin de nullifier les effets d'inhibition transmarginale. Correct. Alors, au sein de notre réalité particulière, la grande œuvre, la transformation alchimique doit nécessairement inclure le travail, le régime alimentaire et la santé ainsi qu'une poussée accrue de connaissances afin de nullifier les effets d'inhibition transmarginale. Correct. Revenons-en au sujet. Le mépris, le déni est un état qu'atteint la parenté avant de décider si celle-ci est en mesure d'accomplir la Golconde, la voie du Golconde qui constitue la voie, le chemin final menant à la salvation. Pose une fois de plus remarquer les parallèles entre Golconde dans le cas du vampire et Golconde dans la légende christique et messianique. Concernant la Golconde, les rumeurs sont répandues, mais incertaines quant à la procédure exacte du terme. Cela semble cependant impliquer un voyage périlleux au sein du monde des rêves et ultimement un voyage au sein même de l'âme du vampire. Pause. Nous vous disons que vous voyagez chaque jour dans le monde des rêves et que ceci détermine si oui ou non vous vous trouvez en tribulation. La qualité de vos rêves détermine donc celle de votre vie et de votre être. Ou plutôt, c'est la qualité de votre être qui détermine celle de vos rêves et de votre vie. Le vampire n'a qu'une chance. S'il échoue lors du déni, il ne sera jamais en mesure d'atteindre la Golconde.
Il est précisé que le rituel peut être létal et fatal pour la biologie, le corps et l'esprit. Fin de l'extrait en question. On vous dit ici que la Golconde, tel que mentionné, est un processus de transformation alchimique. Le cannibale peut entièrement réécrire son ADN en réalisant cette étape. Il peut passer ou repasser de monstre à un homme mortel. Pour sa part, l'homme mortel, en passant par ce processus alchimique, est en mesure de transformer la chair mortelle en chair divine. Pour sa part, l'homme mortel, en passant par ce processus alchimique, est en mesure de transformer la chair mortelle en chair divine. Vous ne pouvez dire que c'est un hasard, et le cannibale et le lambda doivent se défaire du parasitisme afin de se transformer. C'est la purification. Qu'est-ce que la purification? Action de purifier quelque chose en le débarrassant de ses impuretés, l'élimination d'éléments jugés hétérogènes. En parlant d'expérimentation humaine et d'autre part d'expérimentation humaine extraterrestre, nous vous avions dit que l'expérimentation pure correspondait à celle humaine, c'est-à-dire lorsque nous étions beaucoup plus homogènes. C'est à la suite de l'expérimentation humaine extraterrestre que nous sommes devenus hétérogènes. Et voilà une fois de plus la définition de la purification. Une des définitions, l'élimination d'éléments jugés hétérogènes. Lorsque vous lisez ou entendez « mangez de ma chair et buvez de mon sang », les gens participent en fait sans le savoir à un rituel cannibalistique. Les évidences sont là, à vous de les voir, et ces évidences sont contenues au sein de corps des structures karmiques de différentes polarités que sont les groupes sanguins, électriques et magnétiques, les enfants du soleil face aux enfants de la lune. Les secrets contenus ici ne sont pas connus avec autant de détails au sein de la société et au sein même des personnes investiguant le sujet. Ce n'est pas de la vantardise. Nous vous disons que la consommation de chair telle que promue par la société est en fait due à une maladie. C'est la vérité simple et nette. Car afin de repasser à la biologie qui prédomine lors de l'âge d'or, c'est le processus qui est décrit. Le secret est que l'âge d'or existe toujours. Nous ne sommes juste pas dans la condition biologique nécessaire nous permettant de l'expérimenter. Le secret est que l'âge d'or existe toujours. Nous ne sommes juste pas dans la condition biologique nous permettant de l'expérimenter. L'âge d'or existe toujours, ne vous méprenez pas. C'est l'état d'esprit des gens qui ont chuté et qui ont fait qu'ils ne l'expérimentent plus. Ici, on vous dit qu'afin de la retrouver, il faut changer notre perception qui change à son tour la condition biologique et cela passe par la transformation alchimique. Tout en existence est une forme de leçon. Une fois que nous avons appris nos leçons et expérimenté certaines choses, notre présomption change, correct. La vague qui arrive à grands pas, changera-t-elle notre présomption de perception? Prenez-en de la graine. L'autre moitié est que vous devez changer votre supposition de perception afin de l'expérimenter positivement. En quoi consiste cette vague? En d'autres termes, la traversée, la falaise, la frontière entre différents plans d'existence, telle qu'une réalité vers une autre, correct, telle qu'une fenêtre, un rideau dimensionnel, correct,